Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous accueillir ce soir donc dans ce webinaire des portes ouvertes éco-bâtisseurs. Vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes plus de 100 à avoir pris une place pour ce soir. Alors, je me présente, Benoît Crémer, je suis chargé de communication et d'événements chez EcoConso et plus spécifiquement en charge du projet Porte ouverte éco-bâtisseurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce projet, en fait, il s'agit de visites qu'on organise tous les ans au mois de novembre, de visites de maisons éco-construites ou éco-rénovées. Et donc, ça permet au grand public d'accéder à toute une série de bâtiments construits sur ces principes-là, d'y accéder, de rencontrer les propriétaires, d'échanger avec eux pour voir un petit peu les choix qu'ils ont posés, les difficultés qu'ils auraient rencontrées, etc. Alors, cette année, l'événement arrive à sa fin, vu que c'était dimanche que nous avions notre dernière visite en Wallonie. Mais on prolonge un tout petit peu ici avec ce webinaire où on va parler matériaux biosourcés et plus spécifiquement des blocs de chanvre. Alors pour en parler ce soir, nous avons Charlotte de Belfroid qui est avec nous. Bonsoir. Charlotte, où es-tu? Je suis là, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne te vois plus dans le fil, je vais essayer de te mettre ta caméra. Voilà. Tu es où? Je ne te vois pas. Donc voilà, donc Charlotte nous présentera, se chargera de cette présentation, en fait, qui nous présentera un petit peu les atouts et les spécificités de cette matière un peu particulière. Mais avant de commencer, je voulais faire peut-être quelques petites considérations pratiques par rapport au modus operandi de la soirée. Il faut savoir que le webinaire ici aujourd'hui est filmé, donc par défaut, vos caméras sont éteintes. Sachez que si vous la rallumez, vous avez le risque potentiel de vous retrouver en ligne d'ici quelques jours sur le site de Porte ouverte éco-bâtisseurs, libre à vous bien entendu, mais voilà, vous en êtes conscient. Et alors également, les micros sont également tous coupés. Là, c'est plus une nécessité d'ordre technique, ça évitera d'avoir des bruits parasites tout le long de la session. Si on est bien tous présents, plus de 100 personnes, vous imaginez le brouhaha que ça pourrait faire avec tous les petits bruits ambiants chacun. Donc, voilà. Par contre, pour intervenir, on va pas le faire par le micro, mais nous avons le chat, enfin, la discussion. Donc, dans le bas de votre écran, vous avez un petit onglet discussion avec la petite icône en phylactère. Vous pouvez cliquer dessus et taper vos questions au fur et à mesure de la présentation. Si quelque chose n'était pas clair sur le moment, si vous avez des questions peut-être plus générales, elles seront traitées ou en cours de session ou en fin de session, selon la question que vous posez. Alors, que voulais-je encore vous dire? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne pourrais pas la faire trop longue au niveau de l'introduction. Et je vais chercher Charlotte qui va nous présenter. Mais attends, je n'arrive pas à te mettre. Je ne te vois pas en vidéo en fait, Charlotte. Où es-tu? Mais, à mon avis, si je mets mon partage d'écran, Attends, voilà. je vais te mettre en. Mais je pense qu'ici, vous devez voir mon écran. Oui, on te voit, c'est parfait. Voilà, super. Mais Très voilà, bien. je te laisse la parole alors, et puis je souhaite un bon webinaire à tout le monde, et on se retrouve en fin de session. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Benoît pour la bonne organisation et Coconso. Je suis très heureuse de vous savoir si nombreux derrière votre écran et dans le confort de vos maisons ici ce soir. J'espère que les bruits parasites ne viendront pas de chez moi et de mes enfants qui doivent d'une manière ou d'une autre à un moment donné monter se mettre au lit. Donc, je suis ici pour vous parler du bloc de chanvre, une belle histoire wallonne. Moi, je suis responsable du marketing et de la communication chez Isoem, puis j'ai rejoint l'aventure il y a environ 4 ans maintenant. Et avant de rentrer un petit peu plus en détail sur les applications du produit et les avantages, j'avais surtout envie de pouvoir replonger, voilà, ça bug déjà, replonger en tout cas dans le secteur aujourd'hui et recadrer où est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'il est vraiment urgent d'agir. Donc on a un secteur de la construction qui est vraiment au cœur de l'urgence climatique et qui, voilà,
sais pas pourquoi ça fonctionne pas très bien. C'est pas grave. Un secteur de la construction qui est au cœur de l'urgence climatique. Je reviens là tout juste de la COP26 et quand on voit dans les statistiques du secteur, c'est vraiment gigantesque la part de contribution. La bonne nouvelle aussi, ça veut dire que c'est un secteur sur lequel on a un énorme levier d'action. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir que juste en Belgique, ce secteur de la construction génère 21 millions de tonnes de déchets par an. Donc j'imagine que comme moi, vous avez un peu du mal à vous imaginer le nombre de camions, de containers ou autres que ça représente, mais c'est vraiment relativement juste gigantesque. Et il est urgent de pouvoir se poser les bonnes questions finalement. Est-ce que démonter est indispensable? Est-ce qu'on ne peut pas rénover? Et comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire? Parce que si on continue à produire du déchet, on ne s'en sortira pas. Alors, même chose au niveau des émissions de carbone qui sont liées au chauffage résidentiel. En Belgique, ça représente 13% des émissions. Donc 13% des émissions sont vraiment uniquement imputables à nos consommations de chauffage. Et donc là aussi, on a un beau levier d'action. Et là, on en viendra plus tard, c'est isoler nos maisons, évidemment. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour les isoler bien? Et on va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent intervenir là-dedans. Et quand on parle d'isoler bien, et j'y reviendrai plus tard aussi, c'est comment est-ce qu'on peut le faire avec des matériaux qui sont eux-mêmes respectueux de l'environnement. Si c'est pour isoler avec sa maison avec un matériau qui est issu de la pétrochimie, finalement, est-ce que c'est pas faire le job à moitié et rouler en voiture électrique avec une électricité qui serait produite au gaz, au charbon, avec une batterie qui n'est pas recyclable, etc. Voilà, des questions qui restent ouvertes. Alors, le ciment nouveau, juste pour un petit peu cadrer dans quoi est-ce qu'on avance, c'est 7% des émissions mondiales de carbone. Alors évidemment, on n'arrivera pas à se passer entièrement de ciment et c'est toute l'industrie du béton, etc. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont indispensables. Mais aujourd'hui, ce qu'on aime en tout cas poser comme question, c'est de se dire, mais finalement, se poser la question juste avant d'utiliser le matériau. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable? Est-ce qu'il n'existe pas une alternative? Comment est-ce qu'on pourrait le remplacer? Et venir le mettre et en utiliser uniquement là où il est strictement nécessaire et pas pouvoir l'utiliser partout. Là aussi, on a des beaux leviers d'action. Alors, l'Europe, aujourd'hui, elle attend de nous et la Belgique sera aussi contrainte et forcée, et j'espère pas juste forcée, mais aura envie de s'y conformer et d'y aller avec encore plus d'entrain, évidemment. Mais on a cette rénovation énergétique qui est vraiment un levier indispensable pour pouvoir réduire ces émissions de carbone. On a vu que c'était vraiment conséquent, nos émissions de chauffage. D'un autre côté de ça, il faut absolument suppléer à la raréfaction des ressources. Notre terre, aujourd'hui, n'est pas inépuisable et donc on doit pouvoir aller sur des matériaux qui sont renouvelables facilement. Il y a un côté indispensable qui est de réduire l'impact carbone du secteur de la construction, qui est vraiment gigantesque, parce que c'est 40% des émissions qui sont uniquement imputables à ce secteur de la construction, alors qu'ils viennent se répartir de différentes manières, comme on l'a vu, mais c'est effectivement assez conséquent. Et à côté de ça, ce besoin et en tout cas cette envie aussi, cette nécessité de pouvoir augmenter la recyclabilité des bâtiments, repenser à leur usage, comment est-ce qu'on va pouvoir les réintégrer, les garder dans le patrimoine et les rendre aujourd'hui aux normes d'un niveau énergétique. La conclusion, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on l'a fait jusqu'à présent. Ça, c'est bien certain. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. On ne nous laisse pas là tout seuls face à ces interrogations. Alors, construire pour le futur, c'est évidemment une architecture qui doit être réfléchie au niveau énergétique. Et pour nous, la solution se retrouve en grande partie aussi dans tous ces matériaux qu'on appelle les matériaux biosourcés, ces matériaux naturels. Alors, en Belgique, on a la chance d'en avoir nombreux d'entre eux qui sont produits. Et on ne parle pas uniquement du bloc de chanvre. Je pense à nos copains de chez Gramiterm qui font des panneaux isolants à base d'herbe, Homeos qui fait des membranes acoustiques avec des déchets plutôt du côté de l'alimentaire. Et donc,
On est aujourd'hui dans un secteur qui est vraiment riche en innovation, qui en plus fonctionne pour le parti et pour la majorité dans une logique de circuit court. Et donc là, on vient vraiment booster toute une économie locale avec cette logique d'économie circulaire, de revaloriser des déchets tout en comblant ses besoins primaires. Alors aujourd'hui, je pense que le rêve à tous, c'est de se dire, mais voilà, on souhaite une maison saine et respirante. Alors, c'est un débat qui passe de plus en plus et qui devient assez complexe. Hein. Ça passe dans les mains d'architectes, d'experts. Et quand on voit, ça devient vraiment très, très compliqué à concevoir. C'est un mélange de câbles et autres, de gaines techniques. Et finalement, j'ai envie de poser la question, et si tout ça était possible simplement de manière plus naturelle. À côté de ça, on a des besoins accrus de confort. Je pense au confort acoustique, au confort de sa maison aussi. On a tous vécu des expériences de confinement plus ou moins heureuses, connu les difficultés ou en tout cas les défis du télétravail, avec ou sans enfants en bas âge, pour ma part, en tout cas avec des enfants en bas âge. Et ce confort acoustique faisait vraiment partie des choses, en tout cas, que je sans doute qui était sous-estimé dans notre habitation. Alors, on a aussi un climat qui évolue de plus en plus on ne doit plus seulement penser à ce confort d'hiver, mais le confort d'été devient aussi quelque chose qu'on ne doit absolument pas négliger. Et à côté de ça, on a des modes de vie qui évoluent de plus en plus. On a envie de penser à aussi des évolutions dans nos habitations. Et donc, on pense de plus en plus à cette démontabilité aussi, de se dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir réaffecter, travailler avec des matériaux légers de manière à pouvoir faire évoluer plus tard sa construction. Alors, la révolution du chanvre, elle est en marche déjà depuis un petit temps. On a de manière générale en fait un marché de la construction décarbonée qui est en pleine expansion et ça on ne peut que s'en réjouir. On voit fleurir des initiatives un petit peu partout. Assez concomitant aussi et conjoint à cette boom de la production du chanvre, on entend, j'imagine vous aussi de plus en plus parler dans les médias comme étant la plante miracle qui va sauver la planète ou autre. On entend chaque fois plein de superlatifs. J'y reviendrai après et vous comprendrez pourquoi cette plante-là est particulièrement intéressante plutôt qu'une autre. Et tout ça nous amène aussi, et ça c'est, je pense, une bonne nouvelle pour tous, à arriver sur une démocratisation de ces matériaux biosourcés et quand on reste coincé dans ces idées, mais finalement, le biosourcé, c'est d'office plus cher. Aujourd'hui, tous les matériaux ont augmenté et ces adages-là ne sont absolument plus du tout d'actualité, s'ils auraient pu l'être avant. Alors, chez Isoem, on est ici leader mondial du bloc de chanvre. Alors, ça fait toujours un tout petit peu sourire quand même, parce que leader mondial, finalement, dans un marché de niche, qu'est-ce que c'est? Mais il faut vraiment se rendre compte qu'on a ici en Belgique un savoir-faire qui est particulièrement unique, jalousé depuis le monde entier. On a vraiment des demandes qui viennent d'assez loin. Et comment est-ce qu'on est arrivé là? Mais en fait, c'est à l'histoire, enfin, de base, c'est l'aventure de 3 jeunes entrepreneurs, Olivier, Jean-Baptiste et Anthony, les 3 cofondateurs, qui sont littéralement tombés sous le charme du béton de chanvre, en se disant mais comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre de plus accessible au plus grand nombre? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce matériau puisse réellement décoller, sortir de cette case d'artisanat et de produits de niche pour venir inonder le marché? De un, parce que ça a des atouts incroyables en termes de confort et de performance thermique, et de deux, parce qu'il y avait évidemment un intérêt environnemental qui était assez exceptionnel. C'est comme ça qu'est arrivé le produit sous la forme d'un bloc, l'intérêt d'avoir un produit sec qui réponde à tous ces standards de la construction, et puis une mise en œuvre simple et rapide. Un matériau sûr et léger, on va le voir aussi au niveau des certifications, on n'est pas dans l'approximation. C'est un secteur qui est en plein boom. On vient d'inaugurer ici une toute nouvelle usine de production il y a quelques semaines. Et demain, nous serons capables de produire 5 millions de blocs de chanvre par an, ce qui représente plus ou moins 1500, quand on parle de chantier, c'est 1500 nouvelles constructions. Alors évidemment, il y a encore énormément il y a beaucoup de rénovations et c'est là-dessus qu'on a effectivement un gros pouvoir
un gros levier d'action. Je vous le disais, les demandes viennent du monde entier. Alors nous, effectivement, notre core business, il est vraiment sur la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, ces pays limitrophes. Mais il faut se dire qu'on a la chance d'avoir ces pépites en Belgique et qu'on aurait bien tort de s'en priver, de pouvoir les exploiter un tout petit peu plus. Si on revient sur l'historique, c'est une histoire qui a donc démarré en 2011. C'est un projet de mémoire à la base, avec ces premiers blocs qui ont commencé à être moulés en 2012 par Olivier et Anthony, qu'on aperçoit ici, qui se sont fait d'ailleurs même passer pour les premiers entrepreneurs. Et très vite, le marché a décollé, voyant une réponse assez simple en fait à tous ces enjeux, avec un premier robot qui est venu dans l'usine en 2015, jusqu'à cette nouvelle usine 2.0, comme on l'appelle, qu'on a inaugurée il y a quelques semaines, tout en passant par des étapes indispensables qui sont les certifications et autres qui nous permettent de pouvoir rentrer dans les normes. Alors un développement qui est aussi soutenu en partie par la région wallonne et des fonds européens. Donc on n'est plus dans l'histoire de la maison des trois petits cochons, on va vraiment beaucoup plus loin que ça et on arrive avec un matériau qui est tout à fait crédible, des partenariats solides aussi avec de nombreux architectes, des entrepreneurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a éventuellement des architectes et des entrepreneurs, mais donc c'est vraiment aussi important de pouvoir vous accompagner sur les chantiers, que ce soit en autoconstruction, en autorénovation ou même en tant que professionnel. Si on veut faire changer les habitudes, on doit aussi pouvoir vous aider à répondre à ces questions et ces interrogations qui se présenteraient sur vos chantiers. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on y reviendra effectivement un tout petit peu plus tard, j'ai ici 3 témoignages de personnes, des profils assez types en fait finalement des projets qu'on a et qu'on accompagne ici chez Isoemp. On est ici sur un projet d'autoconstruction. Julie, elle est architecte et pour leur maison, c'était vraiment pour eux quelque chose de très important, d'avoir un matériau qui soit local. Et puis évidemment, elle cherchait à atteindre des bonnes performances thermiques parce que pour elle, une maison passive était indispensable. Ils sont en train de terminer aujourd'hui leur autoconstruction après 2 ans de bons et loyaux services et de nouveaux muscles découverts, je pense. Et aujourd'hui, déjà, ils profitent de tout le confort de cette maison juste déjà pendant le chantier. On est ici en plein centre de Gand, vraiment à 2 pas de la Grande Place, sur un bâtiment classé, un bâtiment de patrimoine qui était indispensable de pouvoir préserver. Et là, c'était vraiment cette volonté de... Bon, ici, c'est l'architecte qui est mis en photo, mais je pense que le témoignage, moi, du maître d'ouvrage est encore plus chouette parce que cette personne avait hérité de son grand-père de cette maison et vraiment lui sa volonté c'était de se dire mais qu'est-ce que je fais de ce bâtiment aujourd'hui qui a une valeur patrimoniale qui est exceptionnelle et sentimentale aussi, comment est-ce que je fais pour le remettre aux normes au goût du jour et surtout que dans 100 ans, parce que ce bâtiment a déjà bien plus, il soit toujours et puisse revenir chez mes arrière-petits-enfants, petits-enfants ou peu importe. Et donc, il y a vraiment cette notion de continuer à rester dans la transmission avec des hauts besoins en termes de régulation de l'humidité, et ça, comme on peut l'imaginer dans ces vieux bâtiments. Geert Hiemstra, c'est Monsieur Météo aux Pays-Bas. Il n'est pas très connu pour nous, mais c'est aussi un grand activiste au niveau climatique. Et pour lui aussi, il s'est construit sa maison le long des canaux en Hollande, du côté de Groningen, donc vraiment tout dans le haut de la Hollande, avec des problématiques de montée des eaux, entre autres. Et pour lui, c'était indispensable de pouvoir construire une maison parée pour le futur. Et il s'est prêté au jeu, à l'exercice de conforter, de comparer en tout cas
différentes possibilités. Il a opté finalement pour du chanvre en combinaison avec du bois pour un superbe résultat. Mais pour lui, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire mais qu'aujourd'hui, c'est indispensable qu'on se familiarise ou qu'on se refamiliarise avec ces techniques et que ce qui fait aujourd'hui l'exception de Jérusalem, quand régulièrement ses portes et organise des visites afin de pouvoir voilà, conscientiser et lui aussi continuer de ce côté-là. Alors aujourd'hui, tous ensemble, avec tous ces projets, on a déjà contribué et on a permis de neutraliser plus de 18 000 tonnes de carbone, l'équivalent de 32 000 tours du monde en voiture. Et donc, il faut se dire aussi que c'est tous ensemble qu'on pourrait y arriver. Nous, tout seuls, dans notre coin, finalement, c'est pas grand-chose. Et donc la question, et ça c'est la question que j'ai moi posée à la COP là sur les 3 derniers jours, c'est finalement pas tellement serez-vous de la partie, parce que je pense que de toute façon c'est indispensable qu'on le soit, mais finalement c'est quand est-ce qu'on sera leur partie et comment est-ce que vous allez décider de pouvoir rénover, construire et continuer pour que dans les générations futures, on ait des choses qui puissent être démontables, recyclables et surtout qui ait aussi une longue durée de vie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette course à la performance qui passe inévitablement par des calculs de performance technique, de performance thermique, des besoins de ventilation et autres. Et ça devient des maisons qui sont finalement assez complexes à concevoir, alors que en fait, il existe des moyens tout naturels de pouvoir y arriver avec des matériaux tels que le chanvre qui vont contribuer à ce confort. Alors, le chanvre, en tant que tel, c'est une plante qui est assez incroyable, qui pousse sans intrants chimiques, sans apport d'eau complémentaire, aucun, sans pesticides, sans rien. Finalement, une mauvaise herbe qui est particulièrement assez bien adaptée à nos climats également. Et qui va être un véritable puits de carbone, parce qu'il va stocker énormément de carbone pendant sa croissance. Donc, ils vont semer plus ou moins au mois d'avril pour pouvoir être récoltés au mois de septembre. Donc, en 4 mois de temps, 1 hectare de champ va stocker et capter autant de carbone qu'un hectare de forêt, qui, elle, évidemment, sur une durée de vie beaucoup plus longue. L'autre intérêt de la plante, et pourquoi est-ce que nous, ça nous paraissait pertinent de pouvoir l'inclure, mais c'est de se dire qu'en fait, dans chaque partie de la plante, il y a une utilité. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique de monoculture. On est ici avec des fleurs qui vont partir pour tout ce qui est pharma, des graines qui sont, elles, dans l'alimentaire, les huiles ou même les graines en tant que telles, les fibres dans le textile, aussi dans des bioplastiques, dans des voitures. Enfin, on est en train d'alléger de plus en plus les voitures, entre autres avec des fibres de chanvre dans les plastiques. Et puis, nous, on se concentre sur un déchet qu'on appelle la chaîne VOT, qui est plutôt utilisé habituellement en paillage horticole ou en litière pour des animaux. Donc ici, on vient redonner une valeur finalement à un sous-produit de cette agriculture. Alors j'imagine que la question tombera, mais d'où est-ce que vous vous fournissez? Alors aujourd'hui, malheureusement, on ne dispose pas en Belgique de ces outils de défibrage pour pouvoir arriver à avoir cette chaîne VOT. Et donc, on va se fournir à 250 km de chez nous. Donc, ça reste vraiment du circuit court dans le nord de la France, principalement du côté de Troyes et aussi un petit peu dans le sud des Pays-Bas. Alors, évidemment, on sera aux côtés des acteurs qui relanceront cette filière chanvre, mais aujourd'hui, nous-mêmes, on n'est pas capable de la relancer uniquement. C'est un savoir-faire très particulier sur tout ce qui est les fibres textiles et autres, et on ne peut pas assumer l'entièreté du coût et avoir tout ce waste juste pour la chaîne VOT. Donc voilà pour l'explication j'imagine qui vient en tout cas assez régulièrement dans les questions. De l'autre côté, on utilise la chaux. La chaux, sa réputation n'est plus à faire. Je pense qu'on a tous en tête ces ponts romains, la Grande Muraille de Chine. Donc quand on me dit « Oh, c'est un nouveau matériau », on aime quand même reposer la question. Finalement,
on a effectivement 80% de chanvre pour 20% de chaux. La chaux, elle vient enrober le produit et vraiment calcifier finalement de chanvre. On est sur un produit qui est 100% naturel, avec une durée vie de plus de 100 ans. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Alors, on dit plus de 100 ans, c'est parce qu'en fait, finalement, les tests ne nous autorisent même pas ou ne nous permettent même pas d'aller plus loin. J'ai cité ces ponts romains et autres. Les exemples sont là. Quand on parle, quand on reçoit parfois des objections, je pense à des architectes qui disent non, mais pour moi, c'est aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt pour ces nouveaux matériaux. Moi, je construis plutôt de manière très traditionnelle, mais finalement, qu'est-ce que la tradition? N'est-ce pas la pierre, le bois, la paille, le chanvre, ou en tout cas tous ces torchis et autres. De mon côté, je préfère largement parler de matériaux conventionnels qui ont eu le mérite de pouvoir accélérer et répondre à tous nos besoins de construction à ce moment-là. Mais aujourd'hui, sans doute, il va être temps de revenir un peu vers les basiques et justement ces traditions-là. Alors, on l'a parlé, donc ce bloc de chanvre, finalement, c'est une véritable brique verte. Alors, on a une gamme qui se décline en 8 épaisseurs, ce qui va nous permettre d'arriver dans différentes applications, tant en rénovation qu'en nouvelle construction, et un matériau qui est reconnu et labellisé avec des nombreux tests et autres. Mais donc, si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faut aussi pas du tout hésiter à revenir vers nous. Alors, j'ai dit finalement pourquoi adopter le bloc de chanvre dans sa construction. C'est vraiment un matériau qui a des propriétés assez étonnantes. On parle parfois de matériaux tout en un. En tout cas, on va retrouver 5 grands avantages. Le premier, c'est la régulation thermique. Alors, évidemment, quand on parle d'isolation, tout de suite, j'imagine que un des premiers mots qui vous vient à l'esprit, c'est le lambda. On nous a toujours matraqué. Donc, le lambda, c'est la valeur isolante, les propriétés isolantes d'un produit. Au plus le lambda est faible, au plus le produit est isolant. Il faut savoir en fait qu'il y a plein d'autres notions qui interviennent. Et donc, effectivement, c'est important d'avoir des matériaux qui sont isolants, mais c'est vraiment pas cette seule valeur qui va être garante d'un confort thermique. Et donc, on va avoir d'autres notions telles que l'inertie, le déphasage, qui vont pouvoir contribuer à ça. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'avais juste envie de vous expliquer, je pense que c'est assez parlant comme exemple, et on en a tous en tout cas déjà fait l'expérience, de qu'est-ce que finalement, dans quel type d'environnement est-ce qu'on se sent bien et c'est quoi une température de confort. Alors, savoir que la température de confort, elle est déterminée entre une moyenne entre notre température à nous, la température de l'air et la température du mur. Je crois qu'on a tous en tête les lundis matins à l'école où le chauffage était en fait mis à fond et au final, on gardait notre veste parce qu'on ne se sent pas très bien. En fait, ça, c'est juste parce que le bâtiment n'a pas été chauffé durant le week-end. Et donc, le mur dégage une chaleur vraiment froide et ça va nous générer une sensation de froid. Si la température du mur est plus élevée, une température de paroi qui va approcher les 16, 17, voire même 18 degrés avec des matériaux qui ont une belle masse, tout de suite, on va se sentir beaucoup mieux, même avec une température de l'air qui va être moindre. Alors, chaque degré supplémentaire, quand on augmente le thermostat de son chauffage, il fait augmenter de plus ou moins 10% la consommation. Ça veut dire qu'on va être hyper confort en fait dans des maisons qui vont être chauffées à 20 voire même à 19, c'est ce qu'on entend ici d'expérience, simplement parce qu'en fait le mur est exactement à la bonne température et donc on va se sentir tout à fait bien. Ça c'est important parce que là-dessus il y a vraiment des gros gains de chauffage à faire. Alors à côté de ça, c'est l'inertie thermique. Alors ça paraît être ici très très compliqué, mais ce qui est important de comprendre, c'est que chaque matériau, en tout cas, a la capacité de pouvoir emmagasiner de la chaleur, plus ou moins rapidement, et puis surtout, de pouvoir la restituer. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si on a
un matériau qui a une bonne inertie, donc il va permettre de nous restituer cette chaleur pendant longtemps, on va devoir faire aussi moins d'efforts de chauffe à ce moment-là. Et ça, c'est exactement le cas du bloc de chanvre, qui a une capacité d'emmagasiner beaucoup de chaleur. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la colonne QS. Et puis surtout, qui va mettre longtemps à pouvoir la restituer. Et donc là aussi, ça va nous permettre de gagner en chauffage en devant simplement pas relancer des énormes efforts de chauffage si on a éteint, par exemple, si on éteint nos radiateurs la nuit, le lendemain matin, cette pièce va pouvoir garder une chaleur qui sera toujours relativement constante et on va devoir juste un tout petit peu remonter. Ça, c'est vraiment le propre des maisons chanvre qui gardent des températures constantes à tout moment de la journée. Alors, j'ai aussi parfois la question qui se pose, oui, mais attention, si du coup, lors de grosses chaleurs, comment est-ce qu'on fait et comment ça se passe? En fait, le matériau a, à côté de ça, une bonne capacité de déphasage. Donc, le déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur à traverser le matériau. Et là aussi, la nature, finalement, est bien faite. Heureusement, on a des nuits qui sont encore d'office plus fraîches que les journées. Et en fait, sur les blocs de plus forte épaisseur, donc ce qui est dans le cas dans des constructions neuves, sur les 30 et 36 cm, on a un déphasage de l'ordre de plus de 20 heures. Donc, la chaleur va mettre 20 heures à traverser le matériau. Après 12 heures, 14 heures, on va dire, de toute façon, le temps fraîchit et à ce moment-là, la chaleur s'évacue naturellement vers l'extérieur et ce qui va nous permettre d'avoir des températures qui restent constantes de nouveau à l'intérieur du bâtiment. Il y a des expériences qui ont été faites en Australie où, sous des cagnards à 40 degrés, ils sont parvenus à maintenir sans artifice, sans ventilation, ventilation certainement, mais sans refroidissement, un intérieur d'une maison en chambre à 25 degrés. Et les tests ont été faits sur de nombreux jours. Mais donc, voilà, il n'y a pas de crainte là-dessus aussi. Et vraiment l'intérêt d'avoir des intérieurs qui soient constants. Alors, ça, c'est le premier point, donc, au niveau des économies de chauffage. Alors, après, il y a cette notion de régulation d'humidité qui rentre en compte aussi. Et là, pour moi, il y a deux atouts. D'un côté, il y a effectivement ce chauffage. Je pense que là aussi, tout le monde voit comme c'est difficile de chauffer. On connaît tous ce sentiment de crue, un air froid, humide, qui est difficile et sur lequel on reste avec un sentiment de froid. Ici, on a l'avantage d'avoir un matériau qui va contribuer à réguler cette humidité. Qui est ouvert à la vapeur d'eau. Ça veut dire qu'il est capable de capter la vapeur d'eau quand elle est en excès, de pouvoir la contenir sans perdre de ses propriétés isolantes, sans se détériorer aussi, et puis de pouvoir venir la redistribuer au moment où l'air est plus sec et où il y a la capacité de pouvoir s'évacuer. C'est ce qu'on appelle finalement le rôle de tampon hydrique. Et donc, on va arriver à maintenir dans des bâtiments, de nouveau, sans ventilation spécifiquement obligatoire, complémentaire ou autre, un degré d'humidité idéal de l'ordre de 50 à 60% dans l'habitation. Alors, cette régulation de l'humidité, cette grande force, ça nous permet aussi d'éviter l'étape fastidieuse du pare-vapeur. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ou vous y êtes déjà collé. Moi, personnellement, je viens de faire l'expérience dans mon toit. Et ce sont des étapes qui sont hyper importantes, en fait, avec tous les autres matériaux d'isolation qui sont indispensables à une bonne tenue dans le temps, de l'isolant aussi, et qui nécessitent d'être excessivement bien réalisés parce que le moindre trou dans lequel la vapeur pourrait s'infiltrer, c'est des risques de désordre dans le bâtiment. Donc aussi, on a quand même un constat en plus. Alors, qui dit aussi bon taux d'humidité, dit pas de souci de moisissure, de champignons et autres. Et donc là aussi, on intervient ça. Alors évidemment, il faut permettre en fait aux matériaux de continuer à jouer cette fonction de perspirance. Donc ici, c'est juste
pour vous imaginer un zoom sur la granulométrie et comment ça se passe en fait, dans le produit, où ces poches peuvent se mettre. Et donc pour ça, on va continuer à utiliser un revêtement, une finition qui va être ouverte à la vapeur d'eau. Alors, pas d'inquiétude, il y a tout ce qu'il faut sur le marché, avec des solutions plus naturelles comme de l'argile et de la chaux, mais aussi des plâtres qui sont simplement ouverts à la vapeur d'eau et qui ne sont pas blindés de silicone ou autre. Et donc, on peut tout à fait avoir une finition blanche prête à peindre qui soit respirante et perspirante. Alors, l'absorption acoustique, ils vont vraiment agir comme des véritables pièges à son. Alors, avec des réductions de l'ordre de moins 37 à moins 45 dB. Moi, personnellement, quand on parle de ça, ça n'évoque rien de particulier. Mais vraiment, ce que je vous invite, c'est à venir à visiter d'une part une maison en change. J'espère que l'année prochaine, on en aura plusieurs dans les portes ouvertes. En tout cas, on y travaillera, Benoît. Mais même aussi à venir nous rendre visite chez nous lors de portes ouvertes ou de séances de découverte. Et c'est assez amusant de voir. On est vraiment sur un événement, un environnement qui est très, très cocon, sans résonance. Et tout de suite, ça contribue assez fort à ce sentiment de confort. La résistance au feu, alors là, je vous raconte même pas le nombre de blagues que j'ai déjà eues, parce que le chanvre qui s'enflamme, on a tous des images voilà, diverses qui viennent en tête. Un bloc de 20 cm, c'est plus de 2 heures de résistance au feu. Sur un bloc de 12, on a 1 heure. Donc, pas d'inquiétude, pas de flamme, pas de fumée toxique, et ça c'est vraiment important. Et puis après, un confort aussi pour les personnes qui devront intervenir malheureusement si ça arrivait chez vous. Et donc les pompiers auront l'occasion de rentrer dans le bâtiment, de pouvoir éteindre ce qui convient d'éteindre et de pouvoir évacuer les personnes qui doivent être évacuées. C'est tout ce qu'on demande à un matériau. Il faut savoir que les matériaux conventionnels sont bourrés de retardateurs, de flammes ou autres. Ici, c'est vraiment la chaux toute seule qui se joue ce travail-là et sans ajout complémentaire de quoi que ce soit. Malheureusement, ce qui tue dans un incendie, c'est les fumées plutôt que les flammes. Et donc ici, on a voilà, des garanties supplémentaires au niveau de cette toxicité-là. Une solution qui est 100% naturelle, des matières premières issues de circuits courts avec des fournisseurs locaux. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la chaux, mais on a suffisamment de carrières ici chez nous en Belgique pour pouvoir se fournir en circuit très court. Et puis un bilan carbone qui est positif. On parle normalement de bilan carbone négatif, mais c'est moins positif. Enfin, bref. Il faut savoir que chaque mètre cube de bloc de chanvre, ça représente 75 kg de carbone qui est stocké durablement dans vos murs. Donc nous, on n'a pas de cuisson, hormis la cuisson de la chaux. Une fois que le matériau est produit chez nous, tout se fait à l'air libre. Et pour durcir et pour calcifier, la chaux capte encore le carbone qui est dans l'air. J'ai fait ici une petite comparaison sur les différents matériaux qui existent et qui sont disponibles sur le marché. Et donc là, de nouveau, on en revient à cette question de base que finalement, est-ce que isoler avec des matériaux issus de la pétrochimie, entre autres, finalement, est-ce que c'est pas faire le job à moitié, là où on pensait faire des économies de carbone en gagnant en chauffage, on oublie parfois un petit peu de considérer ce bilan carbone qui est pourtant si important si on veut arriver à relever ces enjeux climatiques. Alors, le bloc de chanvre, il est utilisé tant en construction qu'en rénovation. C'est un produit d'enveloppe et qui va vraiment venir habiller votre maison dans un doux cocon. Alors, je n'ai pas le temps de me plonger sur toutes les solutions en construction et en rénovation.
en tout cas, le bloc n'est pas porteur. Donc, ça veut dire que vous allez toujours devoir faire le choix d'un système porteur qui va assurer toute la stabilité du bâtiment. Et donc, nous, on va vraiment venir faire cette enveloppe isolante. Alors, il y a un système pour construire neuf qu'on a développé qui s'appelle le système M-Pro, qui présente une mise en œuvre finalement tout à fait traditionnelle, puisque ce sont des blocs qui viennent se coller, relativement, enfin oui, pas relativement, tout à fait rapide. Et on commence avec un bloc en 30 cm qui est déjà PEB conforme. Donc, on est dans ce qu'on appelle une maison basse énergie. Et puis, évidemment, en poussant les épaisseurs un peu plus loin, on arrive assez facilement jusque du passif. Alors, comment ça se présente? En fait, dans ces blocs qui sont percés, on va venir couler un petit peu de béton pour réaliser la structure portante, le squelette du bâtiment. Donc, ce sont les points noirs que vous voyez ici sur le plan. Voilà, je pense que j'avais pris une 3D. Mais donc, si on imagine qu'on développe ce bâtiment, on va finalement avoir une colonne qui fait 3 à 5 mètres en fonction des études que l'ingénieur aura pu faire, de vos souhaits de fenêtres et autres. Et toute l'enveloppe du bâtiment qui sera, elle, réalisée en bloc de chanvre. Une poutre également au niveau des étages, qu'on appelle la poutre de ceinture, qui va venir supporter ces différents étages. Et on en revient à ce premier point, l'utilisation rationnelle, entre autres, du béton et du ciment. On va avoir ici de l'ordre de 5 à 6 mètres cubes de béton sur l'ensemble de son habitation, ce qui reste tout à fait négligeable par rapport à d'autres manières plus conventionnelles de construire. Alors évidemment, ce n'est absolument pas la seule solution. On a énormément de clients et de projets qu'on a accompagnés en complémentarité avec du bois, par exemple, des structures acier qui fleurissent aussi de plus en plus. Et donc là, vraiment, on a l'avantage d'avoir justement ce produit d'enveloppe qui peut venir se mettre en complémentarité avec n'importe quel de système constructif. Avec un projet de nouvelle construction, c'est important, je pense, et pour vous faciliter le travail, si l'architecte n'est peut-être pas encore spécialement au courant des techniques, des dimensions ou autres, mais n'hésitez pas à venir relativement en amont du projet vers nous, dès que vous en êtes au stade de l'avant-projet, en fait. Ça nous permet, nous, de vous accompagner beaucoup mieux, de faire une étude de faisabilité du projet, donc de dire, voilà, dans ce cas-ci, on pense qu'il vous faudrait X colonnes à ces endroits-là, qui sont données de manière indicative, et peut-être aussi de revoir certaines mesures assez simples, de se dire, voilà, là on voit peut-être une manière de pouvoir optimiser la construction ou de diminuer ou de faciliter certaines étapes de coupe et autres, et surtout d'accompagner aussi l'architecte et plus tard les corps de métier qui devront réaliser le projet. Ce sont des services qui sont tout à fait gratuits et offerts. L'autre grande application, c'est la rénovation par l'intérieur. Et là, ça représente aujourd'hui plus ou moins 70% des projets qu'on fait, enfin, la rénovation dans son ensemble. Mais sur l'intérieur, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, effectivement, isoler par l'extérieur reste la manière théorique, en tout cas, la plus complète pour pouvoir éviter toute histoire de pont thermique ou autre. Maintenant, dans les faits, c'est rarement la plus simple. On a aussi toute une série de biens qu'on souhaite garder, auxquels on est attaché d'un point de vue, soit d'un point de vue patrimoine, auquel on ne peut simplement pas toucher, soit même pour par des valeurs sentimentales. Et là aussi, en fait, par l'intérieur, on apporte énormément de solutions. On a vu que c'était un bloc qui était perspirant, qui ne nécessite donc pas l'utilisation d'un pare-vapeur, ce qui vient faciliter assez fort le travail, et qui va aussi permettre de régler en fait, ces problèmes éventuels de condensation ou de points de rosée. Alors, comment ça se passe et où est-ce que ça condense? On le sait tous, hein, si notre vitrage est froid, sur un châssis, ça ne va pas condenser sur le bois qui, lui, va être isolant, on va condenser sur le vitrage. Ici, c'est la même chose. S'il y a des points qui sont moins bien isolés dans la maison, ça va condenser aux alentours de ces points-là. En général, ce sont ces poutres en bois qui en fait reviennent dans la façade proche de l'extérieur.
Et ben, si ça condense, il n'y a pas de souci, ça va condenser contre le chanvre qui va être en fait tout autour. Et cette humidité ben, va pouvoir migrer et être distribuée ailleurs, là où l'air est plus sec. Ça veut dire qu'on ne vient absolument pas changer le fonctionnement du bâtiment. On a des bâtiments qui sont vraiment anciens, qui n'ont pas été conçus du tout pour être emballés dans un sac plastique. Un exemple que je pense qui est facilement compréhensible par tous, c'est on s'imagine aller voilà, demain sortir faire un petit jogging. Si on met un kawaii ou une veste imperméable bien fermée, absolument pas respirante, on aura très vite tendance à ouvrir les tirettes. Alors on s'imagine la couche en laine, enfin, ou en tout cas le pull en dessous qui lui va apporter cette enveloppe isolante. Eh ben, voilà, si on a une matière plus synthétique qui est en plus enfermée dans ce plastique jusqu'en haut, ben on va effectivement transpirer, ça va sentir pas bon et on aura voilà, des désordres, en tout cas un sentiment d'inconfort aussi, voire même froid, parce qu'on sera mouillé. Là où on va courir et faire son jogging avec une matière naturelle qui contribue à réguler cette humidité, que ce soit aujourd'hui du chanvre, effectivement, ou des laines, des mérinos et des choses comme ça, avec une veste en Gore-Tex qui va être respirante, ah ben, en fait, on va pouvoir courir ces kilomètres sans aucun souci, sans être mouillé, transpirant, parce que cette transpiration aura pu être évacuée. Ben, en fait, le bâtiment, il fonctionne exactement de la même manière. On produit énormément d'eau et autres, juste simplement par nos actes de vie dans la maison, que ce soit à la cuisine ou pendant notre sommeil ou autre. Et donc, on a énormément d'eau à devoir évacuer. D'où ce côté indispensable des ventilations, parce que effectivement, si on enferme tout dans un sac plastique, il faut d'une manière ou d'une autre extraire cette humidité. Et si en plus de ça, ben, on vient s'adjoindre d'un bâtiment, enfin, de matériaux qui permettent simplement au bâtiment de réguler de manière beaucoup plus naturelle son degré d'humidité, eh ben, on va avoir des besoins de ventilation qui vont être bien moindres et surtout des climats intérieurs qui vont être directement beaucoup plus sains. Alors là aussi, les performances sont vraiment voilà, dépendantes de vos besoins, de vos envies, en fonction de si vous rentrez un PEB, si c'est une rénovation qui ne nécessite pas d'aller dans cette démarche-là, et si vous voulez juste gagner en gain de confort. Là aussi, on peut vous aider, éventuellement faire une simulation s'il y a besoin et voir dans quelle mesure, enfin sur quel type d'épaisseur il conviendrait d'aller. Alors, j'ai pris ici pour terminer quelques chantiers exemplaires. Je ne sais pas si je suis dans le timing, Benoît. Voilà. On est ici à Villers-la-Ville sur un projet d'habitat groupé, le Tandem, sur une unité de 14 logements en construction neuve. Ils sont en attente du permis, mais voilà, ils revalorisent aussi, il y a une partie de rénovation, mais pour eux, c'était vraiment important dans toute leur philosophie et de tout le projet d'avoir un endroit qui soit le plus neutre possible en termes d'impact carbone. Et ils avaient vraiment cette volonté de vouloir travailler avec des matériaux locaux. On est ici à Waterloo, sur une maison unifamiliale, voilà, je pense que ça vient, qui était à la base conçue pour être construite de manière beaucoup plus conventionnels, on va dire, sur des formats très carrés. Et ici, voilà, aussi, on avait un maître d'ouvrage qui avait envie aussi de cette notion de durabilité dans le temps et de se dire que son isolant n'allait pas perdre en efficacité et que dans 25 ans, il n'aurait pas à refaire toute sa couverture isolante extérieure. On est ici avec le système M-Pro, donc le système en poteau-poutre béton que je vous ai expliqué depuis le début. Et on voit ces colonnes, en fait, on les imagine traversantes à aux extrémités du bâtiment et aux différents angles.
la Cité du Logis à Watermal-Boisfort, ce sont des petites maisons de rangée. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu l'endroit. Et donc là, évidemment, on est sur des biens qui sont classés. On ne pouvait absolument pas toucher aux façades. Et là aussi, c'est une architecte en fait qui a rénové sa propre maison et elle s'est posé beaucoup de questions. En se disant mais finalement comment est-ce que je vais l'isoler. Il y avait ces questions de perspirance qui étaient assez importantes pour elle, et se dire mais comment est-ce que je vais faire de pas tout déstabiliser en fait le fonctionnement de ce bâtiment. Puis il lui est venu la question, c'était des rénovations lourdes, elle devait rentrer un peu B. Il y avait ces notions d'épaisseur et comment est-ce que je vais faire, parce qu'effectivement avec du chanvre je dois aller sur une épaisseur un peu plus conséquente par rapport à d'autres matériaux conventionnels, simplement pour pouvoir atteindre ces normes, vu que ces normes aujourd'hui ne considèrent uniquement le lambda et pas toutes les autres notions que je vous ai expliquées. Donc, elle s'est dit, mais finalement, c'est pas très grave. Moi, si je veux avoir des grands espaces, c'est pas les 3-4 cm que je vais perdre en plus. Cette notion d'espace et de lumière, ben, je peux l'apporter autrement, par le design. Par les baies vitrées et autres. Et donc, aujourd'hui, elle ne regrette absolument pas d'avoir perdu dans certaines pièces ces quelques centimètres supplémentaires et d'avoir opté pour le chanvre en préservant toutes ces charpentes du bâtiment et en n'ayant pas changé le fonctionnement. Petit immeuble à appartement c'est une combinaison de CLT et nos blocs de chanvre. Les blocs de chanvre font l'enveloppe extérieure du bâtiment et ont été utilisés à l'intérieur, là où le CLT n'est pas visible, justement pour ramener un peu de confort acoustique sur des parois très droites et des endroits qui résonnent assez fort. À nouveau, en rénovation du patrimoine, on est ici dans Limbourg, non loin d'Asselt. C'est une maison typique de la région en colombage, avec toute une structure bois qui était particulièrement remarquable, que le maître d'ouvrage avait envie de pouvoir préserver, et de nouveau rendre ça superbe pour les 100 prochaines années. Et donc, tous les interstices. Ici, il a opté pour une combinaison en fait, avec de la fibre de bois et une isolation en bloc de chanvre par l'intérieur. Je ne suis pas sûre que j'ai des photos des réalisations. Non, je n'ai pas de réalisation ici de photoréalisation, mais donc il faut s'imaginer que ce qui a été rempli entre les colombages a été fait avec des panneaux de fibres de bois qui ont été enduits. C'était plus facile pour rentrer dans l'épaisseur, en fait, dans ce cas-ci, entre les colombages, et puis il a refait toute une paroi, elle, en bloc de chanvre du côté intérieur. Et de nouveau, il a redonné vie à ce patrimoine de manière assez splendide, avec des énormes châssis et des grandes baies vitrées, avec une structure bois qui est particulièrement mise en valeur à l'intérieur du bâtiment également, sans risque de créer des désordres, parce qu'on vient vraiment protéger tout ce bois. Alors, des applications plus diverses aussi. On est au Luxembourg, cette fois-ci, dans un bâtiment industriel qui est en fait le centre de tri de la Poste, Luxe-Routage. Et le bloc de chanvre a été utilisé en isolation par l'extérieur pour arriver aux normes qui les imposent. Au Luxembourg, ils sont obligés de toute façon de construire en passif. Et ils ont également fait le choix d'utiliser le bloc de chanvre à l'intérieur pour leur mur intérieur. Quand ils ont découvert et qu'ils ont vraiment perçu tout l'intérêt de l'isolation acoustique, ils ont finalement décidé de laisser ces blocs de chanvre apparents là où il n'y avait pas de contact direct pour garder cette absorption. Donc, il faut ici s'imaginer en plein centre de tri avec des machines et des tapis roulants là, qui fonctionnent en permanence, des tic, 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 tic et des bruits. Et c'est assez amusant d'arriver et d'avoir aussi un peu cette notion en tout cas de bruit qui est un peu étouffée. J'ai eu l'occasion de parler avec ces personnes qui travaillent dans ce tri
on trie des colis postaux et autres, et ils sont tous super contents de leur nouvel environnement de travail à ce niveau-là. Dans les bureaux, du coup, ils ont aussi décidé par endroit de laisser des parois apparentes comme ça, parce que enfin, il y avait des jaloux là aussi dans les bureaux en disant «Ouais, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit à avoir des bureaux avec des parois acoustiques aussi?» Et donc, ils sont continués sur ce principe-là. À Loupoigne, de nouveau, un bien classé, une ancienne ferme en carré assez typique. C'est un projet qui s'appelle Indrani Lodge, qui est en train de se transformer en hôtel et centre de loisirs, restaurant, yoga, etc. Et ben, pour eux aussi, ils ont un ancrage très très fort sur la nature, parce que le potager est juste à côté, fournit à 100% le restaurant. Et donc, il y avait aussi plusieurs cases sur lesquelles on était en adéquation. Évidemment, la production locale, mais aussi pour un hôtel, tout ce qui était les normes assez strictes auxquelles ils devaient répondre, que ce soit en termes de protection au feu, des normes acoustiques aussi, pas en termes de confort même que de normes. Et puis évidemment, cette notion de pouvoir préserver le patrimoine et de la remettre au bout du jour et de pouvoir ramener vers le futur. Un ensemble de 10 maisons, on est ici cette fois-ci à Cheftogne, et là c'est un système poteau-poutre-bois, pardon, avec des blocs de chanvre. Ils ont des murs d'une épaisseur de 40 cm, avec un système assez hybride, où ils sont carrément gardés, parce que là c'est le bois de la scierie locale, mais vraiment on l'aperçoit même dans un coin. Donc ils ont des bois qui arrivent de 5 km de là, avec des matériaux qui ont été fabriqués à une petite quarantaine de kilomètres. Donc on est vraiment aussi dans une histoire 100% locale, avec de nouveau un confort qui va bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. C'est une petite promotion immobilière, et finalement l'entrepreneur habite l'une des maisons tellement il était conquis par le confort. Il a revendu finalement son ancienne maison pour venir se loger là-dedans, ce qui n'était pas du tout prévu dans ses plans initiaux. Voilà à quoi ça ressemble à l'étape de la construction. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions en main pour pouvoir avancer vers un futur décarboné et vers plus de confort encore dans nos maisons. Voilà, merci beaucoup. Merci Je vais voir Charlotte. un peu Peut-être du côté de vos questions. Désactiver le partage, comme ça on se revoit un petit peu mieux. Oui. Voilà, comme on voit, c'est vrai on voit que les projets sont assez variés, et c'est pas nécessairement, je dirais, la maison comme tu le disais, avec des murs bruns, quoi que ce soit. Non, on peut vraiment travailler sur des différents styles architecturaux, même avec ce matériau. La ferme de Loupoigne était à visiter cette année-ci dans le cadre de nos portes ouvertes. On espère en récolter encore d'autres l'année prochaine. C'est le chef Tom notamment. Mais voilà, mais par contre, vous nous avez posé pas mal de questions. Donc, ma collègue Nathalie a suivi ça de près pendant toute la session. Et donc, je propose qu'on traite un petit peu les différents points qui ont été évoqués. Il y a certaines questions qui, effectivement, qui sont intéressantes. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Et Charlotte, on t'écoute tout oui. Bon, voilà, merci pour toutes votre questions. Enfin, il y en a un petit paquet. Là, il y en a quelques-unes souvent qui reviennent. Par exemple, ici, on nous parle de comment respecter la PEB tout en gardant une épaisseur raisonnable en rénovation, tout en sachant que, voilà, on a 10 cm avec le pur, on a 20 cm avec la laine, alors qu'avec des blocs de chanvre, on est à 35 cm. Donc, comment avoir un juste milieu Oui. Alors, moi, tout de suite, je ne suis pas du tout technicienne. Je m'occupe du marketing et de la communication. Donc,
je risque de bloquer dès qu'on va un petit peu plus loin. À mon sens, on ne doit pas du tout aller jusqu'à du 35 cm. Et parce que, effectivement, déjà, la composition actuelle de votre mur a aussi une valeur isolante qui est en partie tenue compte dans ces calculs-là. Effectivement, quand on rentre des PEB, on est rapidement vers des épaisseurs de l'ordre à 20 à 25 cm, ce qui peut être assez conséquent dans certains projets. Maintenant, évidemment, quand on se retrouve dans des projets de plus grande ampleur, comme chez Indrani Lodge, là, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose sur l'espace perdu. Donc, de nouveau, tout est une question de balance, de voir où est-ce qu'on a envie de mettre ses priorités. Maintenant, on pourrait aussi tout à fait imaginer le combiner avec d'autres matériaux qui ont un lambda qui est plus performant tout de suite. Maintenant, ça, c'est un gros point d'interrogation. Nous, c'est finalement, ce lambda n'est qu'une partie de la réponse par rapport à un confort thermique et à des économies d'énergie aussi. Et donc, il va devoir venir un moment où ces normes vont devoir évoluer et on l'espère. En tout cas, on aimerait bien y contribuer. Et il y a d'autres sortes de calculs qui existent et de normes qui existent dans le monde qui ne tiennent pas uniquement compte de ceci. Voilà, effectivement, c'est un point, l'épaisseur. Merci. On a une autre question technique, donc du coup, je ne sais pas si tu peux y répondre. On demande si déjà le chanvre est utilisé comme isolant au sol. Oui, on peut l'utiliser au sol, mais donc de nouveau aussi avec des épaisseurs qui sont en général un petit peu plus conséquentes. Ça se fait beaucoup en nouvelle construction quand c'est prévu ou dans des rénovations très lourdes de gros projets où de toute façon on a de l'épaisseur parce qu'il y avait de quoi décaisser un petit peu avec le sable et des choses comme ça. Mais on peut l'utiliser en isolation de sol, oui. D'accord, ok. Alors, par rapport à l'accroche, on me demande si on peut attacher des choses comme des sanitaires sur les blocs de chambre et également si c'est facile d'accrocher un simple cadre sur un enduit comme de l'argile. Ouais. Effectivement, c'est une très bonne question. Donc, c'est l'avantage vraiment d'avoir un produit qui est solide, tout à fait. Et on va venir se fixer assez simplement dedans avec des vis à bois, directement sans cheville. Donc, on va vraiment venir tout de suite forer dans le matériau. On va utiliser quand même des vis un petit peu plus longues que ce qu'on fait d'habitude pour venir rechercher le matériau à cœur. Maintenant, pour des meubles de cuisine ou autres, on va quand même venir mettre un scellement dans cette vis, pour vraiment maintenir bien cette fixation. Et là, on va jusqu'à 50 kg par point de fixation. Donc, si on regarde sur une armoire de cuisine, je pense qu'on peut mettre suffisamment d'assiettes. D'accord. Ok. Alors, on nous demande également, qu'en est-il du calibrage des blocs? Est-ce comparable à un bloc de béton? Alors, oui. En tout cas, avec cette nouvelle usine aujourd'hui, on a un produit qui est vraiment très, très droit et rectifié, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes productions. Maintenant, ça reste un produit qui est naturel avec des petites fibres et donc, inévitablement, il y a des irrégularités. Alors, l'avantage, c'est que c'est solide, mais que ce n'est pas non plus complètement difficile. Et donc, s'il y a des irrégularités, en fait, on a une râpe et on vient juste simplement gommer l'éventuelle petite différence pour rectifier et avoir quelque chose qui est tout à fait plane. Mais on arrive avec sur les blocs de cette nouvelle production, ce qui est le cas maintenant de ces blocs-ci, avec des enduits on peut arriver vraiment avec des enduits pelliculaires et des choses très, très fines en finition après. D'accord. On nous demande également si ces blocs peuvent être enterrés, comme par exemple dans une cave, dans les fondations. Oui, alors ils doivent être protégés des remontées capillaires directes. Donc, on ne va pas venir résoudre un problème d'humidité et ils doivent être protégés de l'humidité. Mais ils vont contribuer à quand même assainir l'endroit. Donc ça, c'est en général les choses qui sont assez complexes. Il ne faut pas hésiter justement à venir vers le service technique avec les questions. Si un problème d'humidité, il convient généralement de le traiter évidemment avant, mais si la cave est saine, il n'y a aucun souci de pouvoir l'utiliser en isolation par l'intérieur. Ça se fait beaucoup. Et dans le projet qu'on a vu de Julie Goffin, qui est en autoconstruction, elle a en fait, sous le niveau là, tout
tous ces bureaux qui sont faits au niveau du sous-sol de manière enterrée en bloc de chanvre. Oui. D'accord. Bon, maintenant, du coup, par rapport au type de chaux, on demande si en général c'est la chaux hydraulique ou l'aérienne qui est utilisée. Et alors, un chaux chanvre projeté a-t-il les mêmes propriétés? Alors, on travaille avec 2 types de chaux, nous, effectivement de la chaux aérienne et de la chaux hydraulique. Le dosage, je ne connais plus exactement, mais en fait, la chaux hydraulique nous permet de faire cette première prise, parce que la chaux hydraulique fait sa prise à l'eau, la chaux aérienne fait sa prise à l'air. Et puis, c'est ensuite la chaux aérienne qui vient vraiment donner toutes ces solidités sur le long terme au produit. Alors, par rapport à un chaux chanvre projeté, en fait, les avantages sont exactement les mêmes en termes de régulation hydrique ou autre. L'avantage ici du bloc, ou en tout cas la différence du bloc, c'est qu'on a un produit qui va être solide et en tout cas facilement manutentionnable, qui va pouvoir être posé par n'importe qui, assez facilement, même en auto-rénovation, et qui aussi va nous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement fixer des objets lourds, là où c'est pas toujours évident sur un chanvre projeté. L'autre avantage aussi, c'est d'arriver avec un produit qui est sec, parce que c'est nous. Donc chez nous, le bloc, une fois qu'il est pressé et moulé, il va sécher presque 3 mois, en fait, 12 semaines à l'air libre. Là où avec un chanvre projeté, il faut avoir ce temps dans la maison, en sachant qu'on a effectivement amené de l'humidité. Mais au niveau des atouts, ce sera exactement les mêmes. D'accord. Oui, on a parlé de l'inflation du prix des matériaux, mais il y a encore des personnes qui nous demandent des prix, enfin des idées par rapport à ça. Oui, une idée approximative ou du prix au mètre carré pour une nouvelle construction? Oui, alors ça, de nouveau, ça va vraiment être très très fort dépendant de chaque projet. On a des prix au mètre carré qui démarrent à 25 € du mètre carré sur les plus faibles épaisseurs pour aller jusqu'à 75 € du mètre carré sur les plus épaisses. Alors, ce que vraiment, j'aurais envie d'attirer votre attention en disant, mais si vous comparez, en fait, assurez-vous bien de comparer toutes les étapes. On n'a pas besoin de pare-vapeur, on n'a besoin que d'un seul corps de métier. On a aussi un produit qui a une durée de vie qui est 2 à 3 fois plus longue que des matériaux conventionnels, parce qu'il ne va pas perdre en efficacité dans le temps. Et donc, il faut aussi se dire qu'on ne va pas devoir refaire des travaux plus tard. Alors, on considère que c'est sur un projet, un surinvestissement, et j'aime bien parler de surinvestissement, moi, et pas de surcoût, c'est important, de l'ordre de 2 à 3%. Donc, sur le coût d'une maison, on va dire sur un projet à je sais pas, 250 000 €, on va avoir un surinvestissement de 4, 5, 6 000 € en fonction des projets. Et voilà, c'est tellement dépendant des choix, en fait, après qu'on peut faire sur le coût total de la maison. Mais finalement, on est ici sur une étape qui est super, super importante. Aujourd'hui, quand on parle de confort aux gens, ils me parlent tout le temps de cuisine ou de salle de bain. Mais les murs, on les pense une fois dans la vie de la construction de son bâtiment, on ne va pas les refaire après. Donc, est-ce que finalement, ce surinvestissement de 5 000 € sur une durée de vie de quelque chose qu'on ne va pas devoir changer, est-ce qu'on peut encore réellement parler de surcoût? Voilà, une question qu'on retourne, mais effectivement, ça reste un petit peu plus cher que des matériaux conventionnels, mais de manière assez anecdotique. Alors, on n'a pas refait l'exercice ici avec les augmentations de prix que tout le monde a pris de plein de fouet, mais donc on doit arriver à des choses qui sont relativement comparables aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, on a une autre petite question là. On nous demande si on peut carreler au-dessus. Oui, Ok. tout à fait. Dans une salle de bain, pas de souci. En fait, on peut vraiment donner libre cours à toutes ses envies. Au niveau des finitions à l'extérieur aussi, que ce soit un bardage bois, des briques, des briquettes même, qui viendraient se coller finalement un peu comme un carrelage, il n'y a aucune contre-indication. D'accord. Y a-t-il un ciment spécifique pour sceller les blocs? Oui, donc il y a un mortier-colle qui a été développé, qui vous est vendu en fait avec les blocs, qui est un mortier-colle à base de chaux et de sable et qui est particulièrement voilà, étudié et adapté pour pouvoir avoir l'adhérence qu'il faut sans pouvoir continuer à venir en joint mince et pas avoir des gros joints
entre autres, comme on l'a pu le voir sur le projet du Luxembourg. Alors évidemment, nous, après, on n'est pas garant de la réalisation sur les chantiers, mais en tout cas, on aiguille beaucoup et on donne beaucoup d'informations à ce sujet-là. Des formations aussi. Si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à venir s'inscrire. On organise régulièrement des séances découvertes, même chez nous, et des formations aussi spécifiques pour les entrepreneurs ou Ouais. pour les architectes. Ouais. D'accord, ben, je vais encore prendre une ou deux questions là parce que le temps passe. Donc, on me demande s'il y a un risque de pont thermique au niveau des joints. Non, il n'y a pas de risque. Ce sont des joints qui sont tout à fait minces, de l'ordre de 2 à 3 mm. Donc, tout est dans les règles, tout est calculé aussi dans toutes ces parois, etc. Maintenant, effectivement, il ne faut pas venir avec des joints gigantesques et venir coller au mortier parce que là, effectivement, il y aura des faiblesses, dans votre mur. Ce qu'on voyait sur le projet du Luxembourg, c'est cette tendance des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des blocs terre cuite et autres, de venir vraiment vouloir rejointoyer, en fait. Ils repassent après. Ce n'est absolument pas nécessaire, c'est même déconseillé, parce que justement, cette migration d'humidité pourrait se passer de manière un peu différente et on augmente un peu les chances ou les risques, en tout cas, d'avoir des joints fantômes qui pourraient apparaître plus tard sur les murs. D'accord. Et alors, oui, tout à l'heure, on parlait des panneaux, l'épaisseur. Là, on demande pourquoi pas des panneaux de 5 cm, voire de 3 ou de 4 cm. Alors, on pourrait y arriver, mais avec ça, on aurait besoin pas uniquement de chaux, on devrait s'adjoindre d'autres types d'additifs. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette course-là. On a vraiment envie de pouvoir vous offrir un matériau qui est le plus naturel possible et avec des valeurs isolantes qui restent pertinentes. Vous l'aurez compris que le lambda est quand même moins élevé que d'autres matériaux. Et donc, en fait, on aura un gain en isolation qui ne serait pas suffisant et un gain en confort qui ne serait pas suffisant à notre sens, pour en plus devoir s'y adjoindre toute une série d'autres additifs. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. D'accord. Mais voilà, du coup, Benoît, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Oui. encore une ou deux questions. Il y a effectivement encore pas mal d'autres questions, mais bon, Beaucoup le sont temps répétés. court. Oui. Donc, ce que je propose peut-être, nous avons un groupe Facebook qui permet de continuer peut-être les échanges. Si vous avez encore des questions qui n'auraient pas été répondues ce soir, je vous invite à faire la demande pour devenir membre. Et alors, Charlotte regardera un petit peu cette semaine s'il y a encore quelques questions à répondre. Donc, n'hésitez pas. Vous recevrez tous ces liens, toutes ces infos par email dans la foulée donc cette semaine. Comme ça, vous aurez le lien direct pour vous connecter au groupe. Voilà. La vidéo sera également mise en ligne et vous serez évidemment informé quand elle sera en ligne. Voilà, donc je pense que arrêtons-nous là, continuons les débats et les questions en ligne. Et alors, je pense que vu l'heure, on va clôturer tout doucement. Je vous remercie à tous. Je remercie Charlotte d'avoir été là ce soir. Merci Nathalie pour les questions. Merci à tous les visiteurs qui ont répondu présents. Un petit dernier coup de promo pour les portes ouvertes. Demain, c'est le tout dernier événement qu'on organise. On a encore une visite du bâtiment Upstro, du cluster éco-construction, donc dans le zoning de Suarlé à Namur. C'est un bâtiment assez intéressant. On va parler aussi biosourcé parce que là, c'est l'isolation paille, qui plus est dans une technique de construction un peu particulière où tout est en fait préfabriqué au préalable en atelier et que tout est remonté comme des gros Lego, si on résume un petit peu. Donc, c'est des chantiers très rapides avec un impact très limité au niveau du sol parce que tout est démontable. Donc, c'est vraiment encore une autre approche qui est intéressante. C'est demain à 14h30. Il y a encore quelques places disponibles. Si vous voulez, ne traînez pas à vous inscrire. Et pour le reste, je pense qu'on a fait un chouette panorama, en tout cas, de tout ce qui était possible de faire avec ces blocs. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et à bientôt. Et en tout cas, à l'année prochaine pour la prochaine édition des Portes Ouvertes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.